8% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Capgemini. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, en premier lieu, on va regarder un petit peu la viabilité du business. En second lieu, on va aller questionner un petit peu sa valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis. Sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier, cette vidéo consiste seulement en une analyse quantitative et qualitative d'une entreprise. Aujourd'hui, on va parler de Capgemini, donc qui opère dans les services technologiques, services de technologie de l'information. Donc on va être vraiment dans une entreprise technologique. On va aller un petit peu regarder et retracer son parcours, donc de 67 à aujourd'hui, donc fondé en 67 par monsieur Serge Camp à Grenoble. Le groupe s'est développé autour des principes qui nous gouvernent toujours, l'esprit entrepreneurial, la passion des clients, etc. Donc ensuite, on nous dit, voilà, elle fonde Sogeti, qui est une société de services informatiques, qui aujourd'hui existe toujours et qui est encore une branche, Capgemini si je me trompe pas. Donc ensuite, voilà, ça devient Capgemini Sogeti, numéro 1 des services informatiques, qui compte 2000 collaborateurs en 1975. Ensuite, en 85, elle arrive à la Bourse de Paris, elle s'internalise, elle s'exporte à la conquête du leadership, un nouveau nom Capgemini et l'ancien nom Sogeti, l'émergence d'un champion mondial, signature d'un contrat multinational avec General Motors, bon, qui aujourd'hui n'existe plus forcément. General Motors, General Electric, c'est un peu de la merde maintenant. Voilà, donc là on nous dit un petit peu les créations de filiales spécialisées dans les services d'informatique de proximité. On nous dit qu'il y a eu pas mal d'acquisitions marquantes en 2017, c'est-à-dire que c'était une entreprise qui a quand même senti venir qu'en 2017 il y allait forcément avoir des prix qui pouvaient être peut-être un petit peu bas ou pas forcément. On va aller le voir ici. De 2010, Capgemini est présent dans plus de 30 pays et compte plus de 100 000 collaborateurs dans le monde. En 2012, le président Serge Camp, qui a été quand même resté 45 ans, passe le flambeau à Paul Emelin, qui devient président directeur général du groupe. Ensuite, ils font l'acquisition de société qui s'appelle iGate. Donc on va aller taper ça tout de suite. iGate Corporation. Voilà, Capgemini était une société de services informatiques. Voilà, donc on voit, on ne sait pas un petit peu dans quoi est-ce qu'elle opère, mais on sait qu'elle a été créée en 86. Voilà, donc toujours des entreprises dans le milieu de l'informatique, donc on a toujours de la consolidation dans ce genre de milieu. Et en 2018, on nous dit créer Capgemini Invent, une nouvelle ligne de service mondial dédiée à l'innovation digitale. Et ensuite, voilà, on continue de le voir, 2019, 2020, 2022. Ils ont aussi acquis Altran. Altran, qu'est-ce que c'est? On va aller le voir ici. Altran est Capgemini Engineering, maintenant est une entreprise de conseil en ingénierie fondée en 82 par Alexis Mazniev en 2018, donc génère un chiffre d'affaires de 2,9 et emploie 56 000 salariés. C'est quand même énorme pour avoir un chiffre d'affaires quand même de 3 milliards, 56 000 salariés, c'est quand même pas mal. Donc après, bon, on verra un petit peu de quoi on parle. En termes de leadership, leader de son secteur en termes ESG, rejoint le Dow Jones Stability Index avec un score de 80 sur 100 dans le cadre de l'évaluation de S&P Global. Voilà, donc là ici on voit les métiers du groupe, hein, donc data, AI, le cloud, l'entreprise management, intelligent industry, Capgemini Engineering, etc. Donc on est quand même sur énormément de business, hein, parce qu'on peut regarder le service informatique, ça représente quand même énormément de cash flow et quand même énormément de business différents, et on voit que cette entreprise arrive à être de manière significative dans la plupart de ses branches. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser en tant qu'investisseurs, ça va être surtout les trucs qui vont rapporter aujourd'hui, c'est-à-dire cloud et data et AI. Donc, est-ce que ça va être la plupart des choses dont ces entreprises vont parler? Nous, ce qu'on veut voir, en tout cas, ça va être de l'augmentation à 2 chiffres sur ce genre de business-là. On le sait parce que les entreprises américaines, il y a des augmentations à 2 chiffres, donc c'est pas parce que c'est une entreprise française aujourd'hui qu'elle devrait avoir un chiffre plus bas. C'est-à-dire que nous, ce qu'on attend aujourd'hui d'une entreprise française, c'est qu'elle arrive à concurrencer ses concurrents américains. Même si aujourd'hui on est sur une capitalisation à 31 par rapport aux 1000 milliards que pourraient être les Microsoft, etc. Ne serait-ce que même les Chinois avec Alibaba, avec le cloud, etc. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que cette entreprise arrive. Et aujourd'hui, bon là... Allez, c'est fini là, consulting, digital, transformation, technologie, service. Là, complètement, en fait, il n'y a même plus de répartition par chiffre d'affaires. On n'en a plus aucune idée. Donc, faudrait aller un petit peu regarder là-dedans en termes de répartition de chiffre d'affaires pour être un petit peu plus au courant de ce qui se passe. Là, par contre, on nous dit là, voilà, la taille du marché. Et en fait, voilà, vous le voyez ici, taille du marché en Amérique du Nord, 672 millions, panel de concurrents, Accenture, Deloitte. Après, les autres, je les connais pas, mais je sais que Accenture, en fait, effectivement, c'est une des plus grosses boîtes. Je l'ai déjà analysé d'ailleurs. Si vous voulez aller voir la vidéo sur Accenture que j'ai faite, on voit effectivement que c'est un gros concurrent, étant donné qu'on est sur un marché de conseil, en fait. Et sachant que, voilà,
Le conseil, c'est un business avec énormément de valeur ajoutée, donc on sait qu'il va y avoir beaucoup de concurrents, étant donné qu'on a des marges qui sont quand même extrêmement bonnes, étant donné qu'on va aller seulement donner des conseils pour récupérer pas mal d'argent. Bon, maintenant, voilà, tendance de nos marchés, etc. Moi, j'aimerais bien que tu me parles de la répartition du chiffre d'affaires ici. Là, vous voyez, voilà, le chiffre d'affaires, stratégie, les technologies, l'économie, etc. Et on n'a pas une seule donnée sur la répartition du chiffre d'affaires. Donc après, bon, on est sur un DU, donc effectivement... Vous savez que là on a 400 pages, donc il faut un petit peu aller regarder un petit peu plus loin. Si vous le voyez, la souveraineté du cloud fait l'objet d'une attention croissante. Voilà, ça nous intéresse. Les organisations et les pouvoirs publics s'efforcent de limiter leur exposition externe et de conserver le contrôle sur leurs actifs critiques dans le sillage de la montée des tensions géopolitiques et de l'évolution des lois de la confidentialité des données. Potentiellement aujourd'hui, Capgemini pourrait avoir un avantage par rapport à ses concurrents américains en Europe. Est-ce que il va avoir par exemple le pays français ou les Allemands qui disent on va faire beaucoup plus confiance à Capgemini qu'à Accenture par exemple, parce que c'est une entreprise européenne, donc elle protégera mieux de données qu'une entreprise américaine ou qu'une entreprise chinoise, etc. Donc ça, effectivement, étant donné qu'on sait que maintenant l'évolution des lois sur la confidentialité des données, ça importe énormément des pays, donc potentiellement ça pourrait être une opportunité aujourd'hui pour Capgemini. Maintenant, donc on va aller regarder un petit peu le compte de résultat et comparer un petit peu le point de vue quantitatif de cette entreprise. On a un revenu total qui augmente, c'est bien. On a des dépenses d'exploitation qui ont augmenté, qui ont doublé. Ça par contre c'est un petit peu moins bien forcément, après qui sont doublés, pas totalement doublés. On va aller regarder un petit peu le revenu net de 900 millions tout 1,5 milliard. Ok, on va les comparer avec le cash flow. On a souvent un cash flow qui est beaucoup plus important. Pourquoi ça je sais pas du tout. Qu'est-ce qui pourrait être rentré peut-être ici là vous voyez revenu hors exploitation. Non, on voit que pourtant c'est négatif. Charge d'intérêt sur la dette, on est sur 140 millions avec un bénéfice d'exploitation à 2,7, ça veut dire qu'on est sur une entreprise complètement pas du tout endettée. On va aller le voir ici, voilà, en termes de dette totale, on est sur 7,55 et en termes de charge d'intérêt sur la dette, 150 millions, ce qui nous fait même pas 1 ou 2%, même pas besoin de le calculer, c'est vraiment pratiquement rien. On va aller regarder un petit peu les dépenses d'exploitation. Voilà, ce qui nous intéresse maintenant, on va aller voir le total d'actions, est-ce qu'il baisse ou est-ce qu'il augmente. On voit qu'il stagne et il a beaucoup plus tendance à augmenter. Maintenant, on va voir le rendement du capital investi, sachant qu'on est sur une entreprise quand même plus que de taille moyenne. On voit que le rendement du capital investi diminue, par contre le rendement des capitaux propres, lui, augmente. Donc ça nous intéresse, parce que le rendement des capitaux propres, ça veut dire les actifs qu'on a aujourd'hui nous rapportent plus qu'avant. C'est quand même assez important, même si on voit que la marge nette, elle a tendance à stagner, voire à diminuer. La marge opérationnelle, par contre, elle augmente, étant donné qu'on arrive à avoir un revenu qui augmente beaucoup plus que la dépense d'exploitation, en tout cas de manière assez peu, c'est quand même assez petit, mais on le voit en passant de 10,94 à 12,42 en termes annuels. Voilà, donc en termes de marge, c'est pas forcément extrêmement impressionnant, sachant que moi j'attendais un petit peu des marges beaucoup plus élevées, parce qu'on peut les voir, on pourrait les voir sur Accenture, on a des marges qui sont quand même beaucoup plus intéressantes. Maintenant on va aller questionner un petit peu la politication d'allocation du capital. Donc sur 2,45 millions, qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent? On va aller racheter des business, donc ça c'est ce qu'on attend de ce genre d'entreprise. Je vous l'ai dit que c'était d'un secteur en pleine consolidation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart de ces entreprises-là, celles qui sont leaders, vont réussir à consolider, c'est-à-dire aller acheter des plus petits concurrents pour qu'aujourd'hui puissent avoir une plus grande part de marché et donc s'externaliser autre part, même si on sait que c'est déjà présent dans 45 pays, etc. C'est toujours intéressant d'aller faire de la consolidation, mais pas à n'importe quel prix. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Si vous êtes investi sur Capgemini, vous regardez, normalement la plupart du temps, ils vont faire des PDF où ils vont expliquer dans les MEA pourquoi est-ce qu'ils vont investir dans cette entreprise-là, ils vont la valoriser, ils vont dire pourquoi est-ce qu'on l'achète, etc. Donc ça, si ça vous intéresse, en tout cas, parce que la plupart des entreprises qui font énormément d'achats, il faut faire très attention parce que c'est bien d'avoir de la croissance externe, parce que si aujourd'hui on n'arrive plus à avoir de croissance organique, on va aller faire de la croissance externe, sauf qu'on va pas la payer à n'importe quel prix. C'est bien d'aller faire de la croissance du chiffre d'affaires, croissance du chiffre d'affaires, croissance du chiffre d'affaires, mais si au final on récupère pas de sous et qu'au final notre dépense d'exploitation, dépense d'investissement en tout cas en termes d'immobilisation augmente de manière significative, ça va pas être intéressant pour nous. On voit qu'ici la dépense d'immobilisation elle a 300 millions, ce qui nous fait à peu près du 10 à 15% en termes de cash les activités d'exploitation, c'est rien du tout. Ça, on enlève les charges d'intérêt sur la dette qui représentent à peu près 5%, donc voilà, donc on sait que 20% de notre cash va être utilisé pour aller dépenser dans autre part, et ensuite on a nos free cash flow. Voilà, c'est une entreprise complètement bien gérée, état financier complètement sain, en total de dividendes on a un dividende qui augmente, on a pas trop de rachat d'actions parce qu'on voit que elle va quand même émettre des actions pour aller acheter des business et ensuite elle va aller racheter ses actions, donc
pas forcément le meilleur choix, mais après, si elle voit qu'elle a plus d'intérêt à aller émettre des actions qu'à forcément aller émettre de la dette, on voit qu'en 2020, pardon, elle a émis 3 milliards de dettes. Alors après, voilà, on émet 3 milliards de dettes avec des taux fixes à 0,05, donc c'est vraiment rien du tout. C'est pour ça qu'elle s'est endettée en 2020 et qu'aujourd'hui, elle continue à réduire sa dette, même si là, H1 2023, on a de la dette en plus. Alors pourquoi est-ce qu'on a racheté un business? Même pas forcément. On a fait un achat de placement. Alors à quoi ça correspond? Achat d'investissement, faudrait effectivement aller le questionner. Aujourd'hui, je sais pas. Moi, par contre, ce qui m'intéresserait, c'est savoir ce qu'il y a dans le bilan. Savoir ce qu'il y a dans le bilan parce que c'est sûrement des entreprises qui possèdent énormément en goodwill et énormément en intangible. Donc, on va aller le voir ici. Bon, on a quand même pas mal en liquidité, on a beaucoup de créances totales, on n'a pas d'inventaire, ça c'est normal. En investissement à long terme, on a quand même assez peu de participation dans des entreprises. Pourtant, la plupart de ce genre de business vont aller faire des participations minoritaires et ensuite, si tout se passe bien, vont aller racheter l'entreprise. Actifs d'impôts différés qu'augmente, minus, c'est pas très grave. Mais là, voilà, on le voit ici. Voilà, en termes d'immeubles et d'immobilisation, c'est rien. Hein. On va aller regarder un petit peu la dépréciation cumulée. On voit qu'elle est pratiquement au même niveau que les immeubles. En termes d'immobilisation incorporelle, on voit qu'effectivement, elle a quand même tendance un petit peu à déprécier son goodwill, même si elle fait énormément d'acquisitions. Il faut faire quand même attention. En termes de brevets, on voit que ça va, elle est assez bien équipée. Il faudrait juste voir un petit peu sur quoi ça porte. Est-ce que c'est des brevets qui pourraient être intéressants dans le futur pour cette entreprise ou pas? Ça, je vous conseille d'aller faire vos propres recherches sur ce genre d'entreprise. Qu'est-ce que pensent les analystes sur le BPA? Ils pensent qu'il devrait augmenter de manière croissante d'environ 5 à 7% par an. C'est pas énorme, étant donné qu'on sait que cette entreprise va faire de la croissance externe et non de la croissance organique, parce que dans son marché, c'est quand même assez difficile, même si nous, ce qu'on attend en tant qu'investisseur sur ce genre de marché, c'est de la croissance à 2 chiffres sur le cloud et data processing, AI, etc. Tout ce qui peut nous sortir ce genre de mots-là, nous, on veut de la croissance à 2 chiffres. Les Américains le font. Si on cherche une entreprise française qui n'arrive pas à faire de la croissance à 2 chiffres sur ce genre de business, mais laissez tomber. Ça sert à rien de se dire, oui, mais moi j'ai le PEA, je suis exonéré d'impôts, j'ai nanana. C'est bien, mais sauf que si sur 20 ans, t'as pris une entreprise qui, au final, elle s'est fait racheter par Accenture parce que, elle a, ce qui arriverait quand même assez peu, ça m'étonnerait que je pense qu'il y ait des régulateurs qui puissent quand même, voilà, il faut faire attention. Je pense pas qu'Accenture puisse acheter Capgemini, mais voilà, il faut faire quand même attention. On sait que ça, il va y avoir de la consolidation. Si vous pensez qu'aujourd'hui c'est Capgemini qui va mener la danse et qui va faire la consolidation en Europe, qu'elle va avoir des avantages en Europe, qu'elle va avoir des atouts de croissance, des relais de croissance plus importants que ses homologues américains, si vous pensez ce genre de choses et que vous regardez les bilans et vous avez lu le document d'enregistrement qui fait 418 pages quand même, donc c'est assez long. Il faut faire extrêmement attention parce qu'on est sur des entreprises qui sont, voilà, il y a des risques liés à ces entreprises qui sont, si je me trompe pas, c'est à la fin les risques liés. Faudrait que je les regarde. Normalement, c'est toujours dans le chapitre 4, un truc comme ça. Là, on a les assurances. Ah voilà, risque et contrôle interne. Voilà, donc là, vous voyez un petit peu. Ils nous disent, je sais pas si c'est là. Non, là, c'est les engagements ESG. Voilà, risque et contrôle interne, donc là vous voyez ici, on a un petit peu sur quoi, voilà, perspective 2023, processus de risque continue à se déployer, donc on nous dit qu'ils suivent un petit peu les risques, facteurs des risques de manière globale, une crise majeure affectant les marchés financiers et une évolution défavorable des indicateurs macroéconomiques serait potentiellement de nature à limiter la capacité du groupe, donc ça c'est normal. Contexte inflationniste conduit notamment à des augmentations de taux d'intérêt, ainsi que la hausse des coûts de l'énergie, notamment en Europe, constituant des facteurs aggravants qui pourraient augmenter le risque d'un ralentissement du marché impactant l'environnement dans le groupe opère. Effectivement, parce qu'on est sur un groupe qui va opérer quand le marché va bien, c'est-à-dire qu'elle va aller conseiller les entreprises, elle va aller donner des logiciels informatiques, etc. Donc ça va être quand même des choses qui vont être payées par des entreprises quand tout va bien. Si aujourd'hui tout va pas bien et qu'on a des risques qui deviennent de plus en plus gros, même si on fait de la croissance externe, parce que c'est ce qu'on voit, c'est comme ça qu'elle augmente son revenu net, c'est avec de la croissance externe parce qu'on n'a pas de chiffres sur la croissance organique et la croissance externe. Alors peut-être il faudrait la regarder dans les rapports trimestriels, parce que la plupart du temps ils vous le mettent. Bon là dans le rapport document universel ils l'ont pas mis, faudrait quand même aller le vérifier, mais en tout cas c'est quand même une entreprise assez intéressante. En termes de valorisation, parce qu'on l'a pas fait, on voit que voilà, en moyenne elle est valorisée à peu près une vingtaine de fois ses bénéfices. Aujourd'hui on est à peu près à 17 fois les bénéfices, qui nous paraît pas être forcément un point d'entrée exceptionnel. On voit qu'elle a pas mal range, même si ici elle était sur un PER à 34, aujourd'hui on est sur un PER voilà, qui se trouve à 19, à peu près voilà, une vingtaine. Donc potentiellement il faudrait regarder un petit peu la croissance, sachant qu'on est là 20 sur 100, ça nous fait voilà, une croissance de 5%.
si je me trompe pas, hein, je ne suis pas dingue. 20 sur 100, ça nous fait 100 divisé par 20, ça nous fait 5. Donc on a on attend à peu près une croissance de 20% sur ce genre de 5% sur ce genre de titre. C'est à peu près ce qu'on attend effectivement, et ce que eux ils attendent sur cette entreprise. On voit qu'en moyenne, son PER il a toujours été assez haut, c'est-à-dire qu'on avait quand même une bonne croissance. En 2020, vous aurez pu l'acheter avec un PER de 13, en estimant donc une croissance à 7 ou 8%, ce qui pourrait être un peu plus intéressant. Bon là vous voyez en 99 elle a connu quand même la bulle de l'an 2000, et ensuite elle est descendue mais de manière faramineuse, hein, parce qu'il faut faire vraiment extrêmement attention sur ce genre d'entreprise quand il y a des niveaux de valo qui deviennent folles. Bon là aujourd'hui voilà, en termes de PER à 19, si vous l'achetez, normalement techniquement vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, mais vous n'aurez pas un rendement qui sera incroyable. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.